7 secondes, 8 secondes à jouer. Si San Giovanni prend la balle et marque le panier, c'est San Giovanni qui est qualifié. En revanche, si c'est le CUC qui prend la balle, je pense que les joueuses du CUC pourront garder la balle pendant 8 secondes et elles seront qualifiées pour la finale d'1 point. Mais oui, c'est ça le basketball, 1 point d'écart. Et l'entre-deux... On gagne ou pas? J'ai fait entre Maria Weger Non, si on gagne pas, je regarde pas. Hein. et Elisabeth Riccio. Oh ben oui, là, comment ça s'appelle quand on shoot, on prend la balle en l'air et on shoot direct? Alley-oop. Voilà, alley-oop. C'est beau la jeunesse. J'ignorais qu'il y ait toutes ces images-là encore. Ah oui. Moi. C'est super. On boit un coup. Allez, à la vôtre. J'ai les stigmates, j'ai les doigts tout tordus, j'ai des prothèses dans les doigts, Telle est cette équipe du Clermont Université Club qui a dû prouver beaucoup pour vaincre la misogynie dont souffre souvent le sport féminin. Elles ont eu beaucoup d'influence. Elles ont performé déjà, ça c'est quelque chose de très important. Mais après, je crois qu'il y a aussi les personnalités. Voilà, elles incarnaient quelque chose. Le cul qui n'est pas mort. C'est la réussite qui fait parler des femmes. On est là. Nous, les femmes, on a envie de réussir et on a envie qu'on parle de nous, on a envie que tout le monde voit ce qu'on fait. On a vu que les femmes pouvaient être un petit peu autrement que derrière les fourneaux ou à faire des enfants. On joue un rôle important, quelque part. Le CUC, c'était le premier club féminin à avoir été médiatisé, à avoir créé de l'engouement dans toute la France. Elles étaient libres. C'était pas évident il y a 50 ans pour les femmes de l'être. Et donc c'est aussi pour ça qu'on se souvient d'elles. Fin des années 60, une décennie a passé depuis la dernière grande épopée européenne d'un club français. En 1959, le Stade de Reims perdait la finale de Coupe d'Europe des clubs champions face au Real Madrid. Depuis, plus rien. Alors que toutes les attentes se portent sur le sport masculin et les Verts de Saint-Étienne, c'est d'une équipe féminine que vient l'espoir, les basketteuses du Clermont Université Club. Petit poussé engagé en Coupe d'Europe, le CUC crée quelques surprises retentissantes contre les ogres d'Europe de l'Est. Des performances qui forcent le respect, car dans un contexte de guerre froide, les équipes du bloc soviétique sont professionnelles, tandis qu'à l'Ouest, c'est l'amateurisme qui règne. Qu'est-ce que vous faites? Je suis professeure de physique-chimie, étudiante en psychologie. Le lycée Jeanne d'Arc à Clermont-Ferrand. Par un matin gris de novembre, de jeunes lycéennes se rendent à leur séance d'éducation physique sous la conduite de leur professeur, Jacqueline Chazalon. Est-ce que les élèves vous écoutent davantage parce que vous êtes une championne? Oh, je crois, surtout quand je leur fais faire du basketball. Quand vous gagnez peut-être aussi? Oui, elles s'intéressent beaucoup aux résultats. Souvent, elles m'apportent même des photos qui sont parues dans les journaux. Il me faut les dédicacer. Presque toutes les joueuses sont dans l'enseignement. Il y en a presque la moitié qui sont maîtresses d'éducation physique. Et pendant les déplacements de Coupe d'Europe, il n'y a plus de professeurs d'éducation physique à Clermont-Ferrand. Elles sont toutes en congé pour la Coupe d'Europe. Pour le bloc de l'Est, c'était professionnel fonctionnaire. Elles étaient payées et logées, nourries presque par l'État pour s'entraîner au basket. Leur biais de sortir, c'était le sport. Sinon, elles n'avaient pas de passeport, de visa. Le challenge était très important entre elles. Donc, d'où le fait d'avoir de super joueuses en face de nous. Pour le CUC, la saison 70-71 marque un tournant. Pour remplacer Edith Tavert, la grande entraîneuse de l'après-guerre, Clermont recrute le meilleur coach français de l'époque. C'est deux, mais c'est agressif, nom de Dieu, vous restez sur place.
Joël Jaunet, qui est alors sélectionneur de l'équipe de France masculine et féminine. On avait l'objectif d'aller le plus haut possible. Joël Jaunet nous a un peu donné le challenge. Est-ce que vous voulez devenir parmi les meilleures équipes? On a dit oui. La plus haute compétition demande d'abord des qualités morales, c'est-à-dire le courage, la volonté, et une quantité d'entraînement que peu de gens peuvent se faire l'idée. Donc on a dit, si on s'y met, si on s'entraîne, si on est sérieux, on peut aussi arriver à un haut niveau et à battre certains pays de l'Est. Et on avait vraiment envie d'être forte. On a commencé à l'entraînement intensif. On avait un entraînement de haut niveau, quotidien. Tous les jours, pour être meilleur. Et puis ça a payé. Le collectif est devenu vraiment très très fort. Donc on a commencé un peu à faire peur. Oui, bravo, Irène Guidotti qui marque. Les basketteuses de Clermont-Ferrand ont réussi hier une très belle performance, un exploit. Décidément, rien n'arrête le CUC, tombeur en quart de finale de Prague, 5 fois finaliste de cette Coupe d'Europe. C'est la première fois qu'une équipe championne de France arrive en demi-finale de la Coupe d'Europe. C'est aussi la première année où on a joué à la Maison des Sports à Clermont. C'est la première année où on a drainé un public énorme à Clermont. Il y avait 6000 personnes. En 1970, ça fait énorme pour le basket féminin qui n'était pas connu à l'époque. Ça a été aussi un engouement qui est motivant quand on a un public derrière et puis qui s'est piqué vraiment au jeu de soutenir notre équipe. C'était quand même impressionnant, le bruit, la résonance dans cette salle. Ça criait, ça encourageait. Moi, je me souviens de beaucoup d'enfants, dès qu'on passait, ils voulaient nous toucher. Oui, et il y a la télé. Il y a la télé, on commence à parler du CUC beaucoup. Ici, le Palais des Sports de Clermont-Ferrand, un Palais des Sports archi-comble. C'était impressionnant quand même de savoir qu'on passait à la télévision. Ça, moi, je pensais que mes parents, je disais, qu'est-ce qu'ils doivent être contents. Vous vous consacrez entièrement au basket. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Aussi technique de basket. C'est un aboutissement de voir leurs filles comme ça à la télévision quand on est très jeune, c'est incroyable. L'exploit des basketteuses de Clermont-Ferrand qui sont allées vaincre en Pologne en Coupe d'Europe des champions. Oui, en effet, nous avons relu plusieurs fois la dépêche vendredi soir, on n'y croyait pas, mais c'est vrai, c'est un exploit, le CUC triomphe des Polonaises de Cracovie par 77 à 45. Le CUC est donc qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs féminins, Jackie Chazalon. Et vous avez marqué 30 points, mais personne n'attendait cette victoire. Il s'est passé que ce jour-là, l'équipe du CUC était en état de grâce, comme on dit, ça arrive peut-être une fois dans la saison, et c'est arrivé à Cracovie. Il paraît que le manager polonais est parti écœuré avant la fin du match. Ah non, absolument pas. Le manager était toujours là. Mais c'est le public qui nous a applaudi tout au début du match et qui est parti avant la fin, voyant qu'il n'y avait plus aucune chance de victoire pour son équipe. La première fois que j'ai vu le CUC, je pense que c'était lorsque j'avais 7 ans. J'étais dans une famille de basket, donc il se trouve que mes parents
regardais les matchs qui étaient diffusés sur la première chaîne. J'avais le droit de regarder à la condition d'aller me coucher très tôt. Et ma mère me réveillait pour voir le match. Et donc, moi, je me souviens que dans la famille, on n'aurait pas loupé un match. C'était devenu très important. Et puis, on se prenait au jeu. Et on était devenus supporters de leur équipe. Ici, dans la capitale du pneu, on voyait déjà le vieux club universitaire local réussir l'impossible. L'impossible, c'est-à-dire mettre fin au règne de l'équipe 10 fois victorieuse de la Coupe d'Europe. Et les 6000 places de ce spectacle de choix s'étaient arrachées en 5 heures. On en aurait vendu le double, car toute l'Auvergne voulait être là. L'autre jour, j'étais même en déplacement dans l'Allier, là, eh bien, on dit, tiens, tu vas être avec de Clermont, alors le CUC, il va y avoir un grand match. Est-ce que tu crois qu'on peut avoir des places, et ainsi de suite. Vous allez rencontrer cette équipe soviétique. Je crois que les joueuses soviétiques sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus athlétiques que vous, en moyenne. Oui, pour nous c'est le problème parce que une finale, il est toujours possible de la gagner. Mais du fait que dans cette équipe de Riga, il y a une joueuse qui mesure 2,08 m, on dit même qu'elle fait peut-être 2,14 m, pour nous pratiquement c'est impossible de gagner. Les sports donc, notre confrère L'équipe titre ce matin David contre Goliath. Il y a quand même quelqu'un de spécial en face qu'on n'a jamais vu à part elle. Semenova, bon, c'est quand même un mur là, devant nous là. Impossible d'attraper les rebonds, elle avait tout. Semenova, maillot noir posté sur la droite du panier, il lui suffira de se mettre sur la pointe des pieds pour déposer tranquillement le ballon. Elle avait tellement une facilité de prendre la balle, le remettre dedans, le rebond. Il n'y avait rien de difficile. Lorsqu'un tir était manqué, Semenova reprenait le ballon, puis ça cheminait à petite foulée sous les panneaux adverses pour marquer une fois encore. Son équipe l'attendait et après, lorsqu'elle se positionnait près du cercle, ça devenait quasi imparable. Et puis de l'autre côté, c'était une force de dissuasion. La photo de Jackie qui passe sous le bras de Semenova a marqué vraiment les esprits. Les gens se sont rendus compte de la différence de taille, de l'impuissance que l'on avait. On n'aurait pas dû perdre, on n'aurait pas dû perdre. C'est juste à cause de cette grande là, Semenova. Elle a gagné grâce à la grande Semenova, qui joue, qui récupère pour shooter, mais elle n'a pas de jeu. Pour moi, c'était même un peu écœurant, parce que moi, j'aurais été à la place des joueuses de Clermont, j'aurais baissé les bras bien avant elle, parce qu'il n'y a pas de but possible. Que fait-elle, Semenova? Elle ne bouge pas beaucoup, d'ailleurs, elle va sous les panneaux adverses, elle s'installe tranquillement, elle tend les deux mains, elle attend le ballon et puis elle le met carrément dans le panier, tout simplement, sans même prendre son élan. C'est un peu antisportif, ce n'est pas tellement dans la règle du basket, et il faut dire que le Clermont, malgré 13 points d'écart, a quand même très bien joué. Le parcours des demoiselles de Clermont amplifie leur popularité dans toute la France. Bien voilà, vous connaissez mieux maintenant ces demoiselles du CUC et elles méritaient d'être mieux connues. On en parlait beaucoup, même dans les... Voilà, elles avaient vraiment... elles étaient rentrées dans les, on va dire, dans les chaumières. Jacqueline Chazalon, est-ce que vous pensez que le sport automobile est un sport pour femmes? Oui, je pense que les femmes peuvent le pratiquer avec autant de brio que les garçons. Le public est séduit par l'ascension fulgurante des Clermontoises, passées en quelques années du championnat régional d'Auvergne au toit de l'Europe. Désormais, le CUC est le moteur du sport collectif tricolore. Des femmes numéro 1 du sport français, quel pied de nez à l'histoire. 30 ans plus tôt, le régime de Vichy interdisait aux femmes la pratique d'une quinzaine de disciplines sportives.
Et dans les années 60, elle reste officiellement exclue de certains sports, comme le foot ou le rugby. C'est dans les sports individuels que les premières championnes d'après-guerre apparaissent. Christine Caron, vice-championne olympique de natation, les sœurs Guatchel, championnes olympiques de ski, Françoise Dur, vainqueur de Roland-Garros en 68, ou encore Colette Besson, médaillée d'or du 400 mètres au JO de Mexico. En sport co, les demoiselles de Clermont veulent marquer l'histoire. En 71, le CUC, qui était déjà le premier club français à s'entraîner tous les jours, passe à 2 entraînements quotidiens. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme des basketteuses professionnelles? Oui, au point de vue de l'entraînement, des matchs, du programme que l'on a, oui. Mais au point de vue argent, pas du tout. Toutes ces filles travaillent ou sont étudiantes, donc il faut qu'elles trouvent des mamans en dehors de leur travail, des mamans pour s'entraîner. Ce qui impose de s'entraîner entre midi et 2 heures, et de s'entraîner le soir, ça impose un rythme de vie qui, je trouve, est difficile à suivre toute l'année. Dominique, avec les joueuses du CUC, on va d'étonnement en étonnement. Vous êtes institutrice, vous occupez d'enfants handicapés, de sourds et muets, et vous êtes joueuse à part entière de l'équipe. Alors là, il y a un mystère. Non, pas de mystère. Où trouvez-vous tout le temps? Eh bien, je m'organise beaucoup. Enfin, c'est une grande question d'organisation surtout. Ça fait des journées de combien d'heures? Ça fait de très longues journées. Mais quel genre de femme êtes-vous donc pour avoir une vie pareille? Des femmes qui pensent qu'elles ont une chance de réussir quelque chose d'extraordinaire pendant quelques années de leur vie et qui misent tout pendant 4 ou 5 ans sur cela. Le basket français était à un assez bas niveau. On gagnait avec des écarts de points incroyables. C'était pas ça qui allait nous permettre de faire des Coupes d'Europe. Donc on jouait contre des garçons qui nous permettaient d'avoir une opposition qui ressemblait à celle des pays de l'Est. On savait au début de saison qu'elles allaient être championnes de France. Et en fait, leur saison, elles la jouaient sur la scène européenne, savoir jusqu'où elles iraient dans la plus forte compétition européenne. Allez, c'est parti. C'est un score rarement aussi élevé qui a sanctionné le match retour de la Coupe d'Europe des clubs féminins de basketball. Le Clermont University Club a battu l'équipe anglaise Stanford Ware par 170 points à 56. Oh. C'était plus facile qu'à l'entraînement. Hein. C'est le plus gros sport jamais réalisé en Europe. Puis on jouait avec un gros ballon, il ne faut pas l'oublier. On avait un handicap. Hein. Parce que maintenant, les ballons sont plus petits chez les filles. Donc c'est plus facile. Il n'y avait pas de tir à 3 points. Le CUC a joué en très grande équipe, si bien qu'en un quart d'heure, on a fait une différence de 30 points. Les basketteuses de Clermont-Ferrand sont décidément très fortes. Vexées d'avoir été battues de 14 points au match aller contre les Bulgares de Pernik en Coupe d'Europe, elles ont gagné hier soir le match retour par 27 points d'écart. Oh, j'en ai la chair de poule. Carrément. C'est trop, on peut pas revenir à cette époque-là. Bon alors c'est parti, c'est parti.
Croyant sans doute avoir la victoire en poche, les joueuses de l'Est lèvent le pied. Chazalon en profite pour inscrire 2 paniers. 65-61, il reste 90 secondes à jouer. Salois donne à Passemar 67-61. Oh, Passemar. Kolinska a sans doute tort de se ruer à l'attaque alors qu'il reste à peine plus d'1 minute. Elle ne parvient pas à se débarrasser de Salois et c'est une balle en or que Chazalon récupère. Faute sur Chazalon, c'est là que va se jouer le match. Le premier lancer franc est réussi. Le deuxième devrait mettre les équipes à égalité au total des 2 matchs, mais Chazalon le manque. La balle reste pourtant à Clermont. Salois, Guidotti, un dernier panier, 70-61, 9 points d'écart, c'est du délire dans la salle, d'autant que les Tchèques vont perdre la balle et leur dernière chance. À la fin, vraiment, j'y croyais plus, on commençait à baisser les bras. Et puis c'est quand on a vu qu'on a fait des interceptions, tout ça, alors on a essayé. Puis après avec le pressing, elles ont perdu des balles et nous on en a profité. Mais à la fin, j'y croyais pas. Hein. Aïe aïe aïe. Oui, oh là, c'est trop drôle, hein. Quel accent. C'est toujours l'accent, le même accent, hein. C'est extrêmement difficile d'y croire vraiment, mais ce que je croyais c'est que nous allions gagner. Et là, c'est l'exploit, surexploit de réaliser. Cette joie, ce bonheur de rattraper tant de points, ben, c'est pas évident, c'est pas des manchottes les autres, mais là, c'était la joie, ce bonheur tout ensemble d'avoir réussi, c'est les larmes aux yeux, quoi, que nous avions, des larmes de joie. Nous allons revoir la dernière minute de cette partie, dernière minute alors que tout était encore possible pour les Françaises de Clermont. On gagne ou pas? Alors, si on ne gagne pas, je ne regarde pas. Hein. 7 secondes, 8 secondes à jouer. Si San Giovanni prend la balle et marque le panier, c'est San Giovanni qui est qualifié. En revanche, si c'est le CUC qui prend la balle, je pense que les joueuses du CUC pourront garder la balle pendant 8 secondes et elles seront qualifiées pour la finale d'1 point. Waouh, 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 waouh! Quelle tension! Attention, c'est San Giovanni qui a la balle, il reste 5 secondes. Weger, le panier est raté, le CUC récupère. Le match est fini, le CUC est en finale. C'est un peu miraculeux, mais c'est bien mérité. D'un tout petit point, eh bien le CUC s'est qualifié pour la finale d'1 point. Le Clermont Université Club se qualifie pour sa 2e finale alors que les joueuses s'embrassent. Mais on peut dire qu'on a eu chaud jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce tir raté par Weger. Ah, celle-là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Quand Weger shoot, je touche à peine la balle et le panier est raté. Et on gagne. Ce doigt-là. Quand on gagne à la difficulté, plus ou moins des tensions comme ça prend à l'haleine le public. Et c'est ça qui fait que le public était derrière nous et qu'on a envie d'aller voir encore plus loin ce qui va se passer. On a fait effectivement beaucoup d'exploits. Il en restait un dernier et de taille. Cette image impressionnante, nous la retrouverons ce soir lorsque le CUC disputera le match aller de la finale de la Coupe d'Europe féminine de basket. Riga l'invincible. Riga et sa joueuse d'exception, Uliana Semonova, 2,10 m. Depuis 1960, Riga a disputé 13 Coupes d'Europe, n'en perdant qu'une seule contre le champion de Bulgarie, Sofia. Tu es assis sur quoi là? Sur le maillot de Semenova. Qui c'est Semenova? Ben, c'est une joueuse de basket. Et elle entre là-dedans? Toute seule? Ben oui. Elle mesure combien Semenova?
Je sais pas. Plus de 2 mètres? Oui. Plus de 2 mètres 10? Oui. Plus de 2 mètres 20? Non. Juste 2 mètres 20. Semenova. Uliana. Ah ouais. La différence de taille quand même. Semenova, elle était référencée comme faisant 2,08 m, mais c'était pas vrai. Elle était beaucoup plus grande que ça. 2,13 m, 2,14 m. 2,15 m et peut-être plus. Je pense qu'elle faisait 2,16 m peut-être. On avait étalonné un mur, on avait trouvé 2,17 m. Ah, elle disait 2,18 m, ma mère. Uliana Semenova. Mon Dieu, qu'elle est grande. Un cauchemar pour les équipes qu'elle rencontre. La numéro 6, vous la reconnaissez, c'est Semenova. 2,10 m, qui récupère la balle et qui marque. Déjà 25 points pour Semenova. Colette Passemar et la récupération, Semenova bien sûr. Le public trouve que la lutte est inégale. Contre Riga, il ne faut pas rater le panier car Semenova, encore elle, vous la voyez, qui ajoute encore 2 points. Le CUC ne réussira pas l'impossible exploit. On pouvait difficilement faire quelque chose contre elle. Difficilement. C'est une montagne, Semenova, voilà. C'était très difficile, c'était difficile de jouer contre elle. Hein. Je faisais ce que je pouvais, c'est-à-dire que je faisais pas grand-chose, mais c'était pas grave, hein. C'était comme ça. Ma mère, elle fait à peu près la taille de Tony Parker, elle fait 1,87 m. Et Uliana Semenova, elle fait à peu près la taille de Shaquille O'Neal. Si aujourd'hui on avait un match où il y avait Shaquille O'Neal en face, et que le pivot d'en face, qui doit défendre sur lui, il fait la taille de Tony, bah il serait impossible à jouer. Riga et son splendide mannequin de 2,10 m pour une centaine de kilos, l'énorme Semenova. À elle seule, chaque année, cette horrible masse de chair et de sang fait gagner son équipe. Il y a des gens qui l'a considéré comme un monstre et qui l'a montré comme un monstre et tout ça. Et ça, moi, à chaque fois, je luttais contre ça, quoi. Je pense qu'on n'a jamais eu des commentaires aussi méchants. On avait des commentaires d'impuissance. On l'accepterait plus facilement si ses paniers étaient marqués avec une plus grande technique. Mais étant donné que c'est seulement sa taille qui l'avantage, c'est un peu décevant et décourageant pour nous, qui avons travaillé beaucoup pour acquérir certaines choses qu'elle n'a pas. Quand on bute toujours sur la même chose, on n'est pas toujours gentil, agréable et bon. Les demoiselles de Clermont portent au drapeau du sport féminin numéro 1 en France, le basket. Les joueuses du Clermont Université Club, une équipe que l'on commence à bien connaître et qui a certainement fait beaucoup pour la nouvelle popularité du basket féminin. Tous nos matchs étaient télévisés, les matchs de Coupe d'Europe. Hein. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait que 2 chaînes. Hein. Pour nous rater, il fallait vraiment fermer le poste de télévision. C'était assez exceptionnel de voir débarquer tous les journalistes de Paris, l'équipe, le Monde. Paris Match est venu. On trouvait ça presque normal. Tous les journaux féminins nous faisaient des reportages. On en parlait dans l'équipe, alors qu'avant on parlait pas beaucoup du basket féminin et du sport féminin en général. Hein. Et moi, ça continue un peu aussi, maintenant, je me dis. Et malheureusement, je dirais. On parlait beaucoup plus du sport masculin que féminin, même s'ils n'avaient pas des résultats aussi bons que les nôtres. Ça nous scandalisait un petit peu. Ils ont mis du temps à comprendre qu'on méritait autant que les garçons. Chaque fois qu'on grandit, quelque part, on est contente parce que c'est dire à beaucoup de personnes, on est là,
Nous, les femmes, on a envie de réussir et on a envie qu'on parle de nous, on a envie que tout le monde voit ce qu'on fait. Donc, on joue un rôle important, quelque part. On ne le voit pas encore, mais on le sent. Une femme qui a une vie professionnelle chargée n'a pas la possibilité, en dehors de sa vie professionnelle, d'apporter quelque chose à un homme. Son seul rôle est de lui apporter justement, j'allais dire le plaisir du guerrier, disons, le délassement après la journée de travail. Dans les années 60, la société française est profondément patriarcale. Lorsque vous allez le placer dans une école, si vous n'êtes pas d'accord sur le choix de l'établissement, quel avis prévaudra? Celui de monsieur ou celui de madame? Je suppose celui de monsieur. Oui, plutôt le mien. Les femmes mariées vivent encore sous le statut édicté par Napoléon dans le Code civil. Elles doivent vouer obéissance à leur mari et à leur père. L'avis de monsieur est bien plus important que le mien. Un statut de tutelle qui changera grâce aux lois portées par Simone Veil entre 65 et 75. Et en matière d'exercice de la profession d'une femme mariée, puisque maintenant le mari ne peut plus s'opposer à ce qu'elle choisisse librement une profession. 45, donc, le droit de vote pour les femmes. 65, on a l'ouverture du compte bancaire et l'autorisation de travailler sans demander l'avis du mari. C'est notre époque, hein. On a vécu ces avancées-là et le changement des mentalités. Ça a donné la possibilité de voir que les femmes pouvaient être un petit peu autrement que derrière les fourneaux ou à faire des enfants. On était dans le patriarcat, mais on avait d'assez fortes personnalités pour suivre notre chemin. Et voilà, ce qu'on nous disait passait un peu au-dessus de notre tête. On ne se laissait pas faire. J'avais été approchée par le président de Montceau-les-Mines et ça ne m'intéressait pas du tout d'aller à Montceau-les-Mines, même si j'avais de la famille proche. On va jouer donc à Montceau-les-Mines, on gagne, et puis je monte dans les tribunes justement pour voir ma famille et je me trouve face au président de Montceau-les-Mines qui me traite de putain. Ah là là, mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui ai écarté les bras comme ça et puis je l'ai giflé comme ça. Et j'ai dit, la putain, tu l'as voulu dans ton club? Voilà. Il ne m'a plus jamais parlé. Il évolue dans son équipe. Oui, je pense qu'il avait compris. Regardez-le donc bien, ces demoiselles de Clermont. Et si c'est un intérêt certain qui nous écoute, il n'y en a aucune de mariée. Elles ne s'appellent pas les demoiselles de Clermont pour rien. C'est une époque où il fallait être marié à 24 ans, 25 ans. Donc, moi, j'ai le sentiment d'avoir résisté à tout ça. Parce que j'avais dans la tête autre chose. Pour moi, voilà, je voulais me réaliser dans le basketball. Je ne cherchais pas à créer une famille, à avoir des enfants. Oui, j'ai constaté que toutes les jeunes femmes qui jouent au CUC ou dans l'équipe de France sont célibataires. À quoi cela tient-il? Est-ce que le mariage est incompatible avec la pratique du basketball à un niveau élevé? C'est un peu une coïncidence. Et puis je pense quand même que d'être célibataire, cela offre quand même beaucoup plus de liberté. Il n'y a pas de compte à rendre à personne, on peut faire ce que l'on veut quand même. Je disais, quelle chance on a, mais j'ai l'impression qu'on est différente des autres femmes, parce que nous, on voyageait. J'avais jamais voyagé, moi, quand j'ai quitté mon Besançon natal, j'avais jamais voyagé, hein. Ça nous a permis effectivement de visiter toutes les capitales d'Europe. Le sport, c'est aussi l'occasion de découvrir le monde et ses merveilles. À Moscou, comme de simples touristes, les demoiselles de Clermont-Ferrand ont pu admirer le Kremlin et ses cathédrales, la place Rouge et le mausolée de Lénine, et ce chef-d'œuvre de l'art baroque, l'église Saint-Basile. On essaye d'avoir des contacts aussi avec les gens de ces pays pour savoir un peu comment ils vivent, quelles sont leurs coutumes, et je crois que c'est très intéressant. Les voyages que je peux faire, les contacts que j'ai avec les gens du monde entier, on peut dire, puisqu'on a déjà fait pratiquement tous les continents, je pense que ça peut m'apporter énormément
plus tard. Quand on rentrait dans les pays de l'Est, je me demandais s'ils étaient en guerre ou pas en guerre, parce qu'il n'y avait rien, il y avait cette froideur. Chose aussi que j'avais remarqué, c'est que les magasins étaient vides. Ça fait très bizarre parce qu'on rentre dans un monde froid où on a l'impression que tous les gens sont surveillés. On s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas de liberté. Moi, c'est le manque de liberté, surtout des Russes, parce qu'elles étaient vraiment surveillées par la police pour qu'on ait le moins de contacts possible. Nous qui critiquons beaucoup la France, quand on revenait, on se disait il faut que les Français aillent voir ailleurs, parce que nous, on a un pays merveilleux. Comme on vivait très très souvent ensemble, parfois c'était quand même un peu compliqué, quoi. Parfois il y avait des petits clashs et tout ça, quoi. C'est difficile de vivre en communauté, surtout avec des filles. Je pense que 10 filles ensemble pendant toute une année, se supportant les caprices des unes et les caprices des autres, les mauvais caractères, passagers plus ou moins, c'est pas facile. Dans tout groupe, on a des affinités avec certains, des choses que l'on aime, des choses que l'on n'aime pas chez les autres. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'affinités donc avec Christine Dulac, j'ai eu beaucoup d'affinités avec Irène. Et avec les autres, c'était pas toujours le grand bonheur, mais on a eu à la tête de notre équipe Monsieur Jeunet, qui a toujours fait tout pour que tout le monde se parle, tout le monde s'entende, tout le monde aille vers le même objectif. C'est lui qui a fait le lien et le liant de notre équipe. Mais il y avait quand même des liens très forts parce qu'on a quand même vécu justement des moments des moments qui étaient forts, quoi. Et surtout, voilà, on était vraiment tout le temps ensemble, quoi. On se voyait tous les jours, quoi, plusieurs fois par jour. Et puis on a fait des choses sympas. Ça se ressent aussi dans le jeu parce qu'on s'entend bien, on joue ensemble, c'est la bonne ambiance. On est dans la joie, le spectacle. Quand la fantaisie est maîtrisée, c'est plus de la fantaisie. C'est une façon, on va dire, artistique de faire le geste efficace. Magnifique. On était quelques joueuses qui aimions le fun, qui aimions le spectacle. Moi, je m'en privais pas. Jackie, c'est une fille qui a un style, qui est légère. C'est comme si elle dansait sur un terrain. Elles sont formidables. Elles jouent bien. Basket champagne, comme tu dis. Le basket féminin, à cette époque-là, il était, on va dire, très strict, presque rigide. Et là, au contraire, c'est que des actions de jeu rapide et où il y a une vraie aisance technique aussi. Les passes dans le dos, les passes en l'air, il faut remettre ça en arrière. C'était totalement différent de ce qu'on pouvait observer à cette époque-là. Et c'est ce qui les a rendus aussi si attractives, spectaculaires. Nous, on n'avait pas le basket des pays de l'Est. Eux, c'était pas rigolo du tout, rigoureux, quoi. Nous, c'était la fantaisie. Et elles nous admiraient, hein, les joueuses. Elles disaient, elles s'amusent sur le terrain. Elles n'avaient pas le droit. Elles n'avaient pas le droit. Il fallait qu'elles passent la balle là, qu'elles fassent ça. Donc, elles ont découvert un autre basket. Eh bien oui, elle est là. Elle est à Clermont-Ferrand depuis hier soir. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle vient en Auvergne. Uliana Semenova, un cas dans le domaine du sport, est déjà venue à 3 reprises à Clermont. Et ce matin, elle faisait un peu de tourisme du côté du lac d'Eda, où les quelques mordus de la pêche qui guettaient vaillamment le gardon printanier n'hésitèrent pas à entamer le dialogue. Uliana Semenova, c'est le phénomène du basket mondial. Depuis plusieurs années, elle porte la Coupe d'Europe à bout de bras. Semenova, on la connaît pour ainsi dire pas. 22 ans, étudiante en 5e année d'éducation physique, c'est tout. On ignore même sa taille exacte. Nous avons dû transformer notre lit
en ajoutant un divan, ce qui donne 2,30 m. Je vais vous montrer. Un lit de 2,30 m, De 2,30 m. Nous avons dû également transformer des draps pour donner cette longueur, ainsi que les couvertures et le dessus-de-lit. Nous avons cousu 2 draps, 2 couvertures, à ce fin de donner la dimension nécessaire pour la coucher. On s'est toujours demandé d'où ça venait son gigantisme. Semenova a été atteinte de l'acromégalie, c'est-à-dire une poussée des extrémités, les mains, les pieds, la tête. C'est une maladie qui est arrivée à 13 ans. Et la pauvre, c'est une maladie qu'elle a, hein. Elle est handicapée. Hein. Elle ne devrait pas jouer. C'est injuste. Jackie Chazalon. Formidable. Avec Uliana Semenova, Riga ne peut pas perdre. Elles mettront toujours 2 points de plus que nous. Hein. Pour l'instant, c'est un problème insoluble parce que les abords du panier nous sont complètement interdits à cause d'elle. On a vraiment suivi la progression de cette joueuse. C'est une fille qui a dû travailler énormément parce que le handicap physique qu'elle avait à se mouvoir a vraiment évolué. Elle a vraiment progressé. J'allais dire, le pire, c'est qu'elle était en plus quand même à droite. On aurait pu penser que c'était juste un gabarit. Moi, j'avais une admiration sans borne, parce que vraiment, c'est incroyable le pourcentage qu'elle pouvait avoir au lancer franc, alors que là, bon, elle n'était pas du tout avantagée par sa taille. Hein. En dehors du terrain, cette fille était gentille comme tout. On se retrouvait quelquefois dans une petite boîte tenue par Geminianis et le Korsikis. Et les Russes et Semenova sont rentrés dans cette boîte qui était quand même assez basse. Il y avait un étage, c'est sûr qu'elle ne pouvait pas aller à l'étage. Donc comme quoi on avait des liens assez forts parce qu'à force de se rencontrer avec Riga, ça a créé une liaison. On se retrouvait chaque année 2 fois par an, plus l'équipe nationale. Donc on se liait en amitié, hein, quelque part. Hein. On peut être adversaire et ami. C'est mon avis. Hein. On ne parlait pas la même langue, mais on arrivait à communiquer par le regard ou autre chose. J'allais dire, je suppose qu'on a perdu. Enfin non, je sais qu'on a perdu. On les a rencontrés en finale, mais malheureusement, voilà, on n'a jamais réussi à les battre. J'ai beaucoup entendu parler de Uliana Semenova depuis tout petit. C'était un peu la némésis de ma mère. C'était vraiment contre elle qu'elle jouait. Chaque fois qu'elles allaient pour gagner un titre, elles tombaient contre le rideau impossible à passer de Semenova, cette joueuse complètement hors norme et qui dominait vraiment le basket mondial à cette période-là. Les matchs étaient presque perdus d'avance. On a quand même réussi ce que n'avait encore produit jamais aucune équipe féminine dans le sport collectif. Donc c'est quand même un bilan très positif, malgré les défaites de 5 finales. Pour moi, le basket, c'est un moyen de réalisation de soi-même. Je pense que toutes les joueuses, c'est un peu ça. Elles se sont réalisées grâce au basket pendant une dizaine d'années. Après, on gagne, on perd, il n'y a pas que les médailles. Hein. Il y a tout ce qu'on a vécu avec les partenaires, les adversaires, les voyages.
Ça fait beaucoup de choses positives. Aujourd'hui, on est le premier sport collectif féminin. Le CUC, c'est le déclencheur, clairement. Hein. Ça a eu beaucoup d'influence. On a permis à beaucoup de villages, de petites villes, de créer des équipes de basket. Il y a plein de petits clubs qui avaient des clubs de football de garçons. Ils ont créé leur section féminine de basket. Je crois qu'il y a aussi des personnalités dans lesquelles les jeunes filles pouvaient s'incarner. Voilà, elles incarnaient quelque chose et ça s'est vérifié quand on suit leur parcours après leur carrière. L'idée, c'était de faire 6 heures par jour au moins du basket aux gamins qui venaient que pour ça. Et c'est là que j'ai connu Vincent Collet, qui a été un des premiers stagiaires à 15 ans à faire le grand voyage depuis le Nord. Ça a été une semaine de bonheur. C'était extraordinaire. On jouait au basket toute la journée, dans un cadre qui était super. C'était complètement novateur. Voilà, c'était associé en fait le travail, parce que le matin, il y avait des vrais ateliers où on bossait, puis après l'après-midi, on faisait des matchs. Pour des gamins qui étaient passionnés de basket, on pouvait difficilement rêver mieux. En 1980, on a ouvert à tout un tas de sports. Et l'idée, c'était d'avoir des bons entraîneurs, triés sur le volet, et des têtes d'affiche qui attiraient les enfants et qui étaient là en permanence avec eux. On a fait le rugby avec Villepreux, le football avec Hidalgo, donc qui était l'entraîneur de l'équipe de France de Platini. En basket, j'étais avec Alain Gilles. Alain Gilles était le basketteur du siècle. J'adorais le footballeur brésilien Pelé. Mon sponsor était le sponsor de Pelé. Donc je leur ai dit, tiens, si on faisait un camp de football en France avec Pelé pour une semaine, ils m'ont dit, banco, on y va. J'avais peur de rien à l'époque, peur de rien. Donc je suis allée à New York. Pelé est venu me chercher à l'hôtel. Quelqu'un de très simple, très gentil. Et on a commencé à discuter de l'idée de faire un camp en France. Il aimait beaucoup la France. Et puis comme je démarrais, moi, dans ce domaine-là, je me suis rendu compte qu'il fallait un avocat, il fallait monter des contrats. Moi, je ne connaissais pas tous ces domaines. Je n'étais pas encore prête. Franchement, ça m'a fait un peu peur et j'ai abandonné. Mais lui, il était d'accord. Dix ans après avoir mis un terme à sa carrière de basketteuse, Jacky Chazalon apporte la preuve d'une reconversion réussie à travers cette activité dont elle fut le précurseur en France. Ma mère allait entraîner, moi j'y allais comme gamin et j'allais jouer. Ça a toujours été des super moments de convivialité et à la fois de perfectionnement basket, parce que je voulais aussi progresser. Et je me souviens qu'il y avait des coachs américains qui étaient là et du coup c'était impressionnant pour nous. Bill Kane qui entraînait, on disait, il a joué à NBA, à Portland, tout ça, donc pour nous c'était le rêve aussi, quoi. La vision que Jacky avait aussi de la façon de s'entraîner, l'entraînement individuel, comment s'améliorer, ça clairement ça m'a beaucoup influencé. Mes débuts de coach, je faisais faire beaucoup de travail individuel à mes jeunes joueurs. Ils ont tous eu le droit à beaucoup de séances individuelles. Maintenant, on voit des camps de sport et différents sports qui s'ouvrent un petit peu partout. C'est génial d'avoir justement réussi à créer un engouement sur ce genre d'événement. Et ça, c'est effectivement une vraie richesse qui a contribué à améliorer, à coup sûr, les sports collectifs français. On sait que c'est pas toujours simple de faire la transition de la vie active, sportive, à l'après-sport. Toutes les anciennes coéquipières de ma mère que j'ai pu voir pendant ces années, elles font toujours plein de choses et toujours super actives. Parmi les maires élus aux dernières élections municipales, certains sont inconnus, d'autres moins. Colette Poncher-Passemard, qui vient d'être élue maire de Marcenat dans le Cantal, a été l'une des demoiselles de Clermont, une célèbre équipe de basket féminine dans les années 70. Avec ça, il n'y a pas besoin de permis pour lourd. J'ai été élue et puis je suis devenue maire de ma petite commune, que j'aime beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis maire. Même le nom de la liste Une équipe pour Marcenat est un clin d'œil à l'histoire de Madame le maire et à son expérience dans le sport de haut niveau.
Ça sert à manager quand même. J'ai été manager longtemps, j'ai joué, je suis joueuse, mais j'ai managé longtemps. Et ça a été un petit peu difficile à faire rentrer dans la tête des gens qu'une femme puisse être mère. C'était jamais arrivé à Marcenat. Je pense que les 514 habitants savent qu'une femme peut être mère. Parmi les héritages laissés par le CUC, 3 demoiselles de Clermont ont transmis la fibre du sport de haut niveau à leurs enfants. Christine Rougerie est la mère du rugbyman Aurélien Rougerie. Françoise Quiblier, celle de 2 basketteuses internationales, Géraldine et Élodie. Quant à Elisabeth Riffiot, elle est la mère du champion NBA Boris Dio. Au début, c'était pas évident. J'ai jamais pensé, et lui non plus, je pense, qu'il arriverait à un très haut niveau. D'ailleurs, j'ai toujours une anecdote que je raconte encore dernièrement. C'est qu'il allait faire les camps de basket pendant l'été à Mont-de-Marsan. Quand il est revenu, dans sa valise, il y avait un maillot vert. Et alors j'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est ce maillot et tout? Oh, il me dit, écoute, j'ai eu le prix du meilleur potentiel. Et l'année suivante, il est retourné voir. Il est retourné à ce stage. Et quand il est revenu, il avait le même maillot. Alors je dis, mais c'est quand même curieux ça, t'as encore eu le prix du meilleur potentiel? Il me dit, mais non, j'ai eu le prix du meilleur animateur de soirée. Et donc, je me suis vraiment dit, quand t'as été potentiel et que l'année après, t'es surtout récompensé pour tes qualités d'animateur, ton avenir, c'est plutôt dans l'animation, quoi. Boris Dio face à Jim Bilba. Oh là là, que c'est joli! Sublime! C'est superbe, quelle vision! Boris Dio, le Bordelais, devenu champion de NBA avec les Spurs de San Antonio et son copain de toujours, Tony Parker. Hoppa, Boris! Ils sont champions d'Europe! C'est génial! C'est génial! En un mot, je suis admirative, je suis fière, puis je trouve que c'est un bon petit gars, qu'il a un très bon esprit, qu'il a une très, très bonne mentalité, que c'est un leader. Donc je suis très admirative. Depuis que vous êtes joueur professionnel, depuis que vous êtes en équipe de France, vous ramenez toujours tout au collectif. Ça vous vient d'où cette culture ? Je pense que ça fait partie de mon éducation, sûrement de ce que ma mère m'a enseigné, et puis de l'idéologie que j'ai aussi du basket, parce que c'est un sport collectif, c'est pas un sport individuel. Ma mère m'a complètement insufflé les valeurs à véhiculer en équipe et pour faire partie de grandes équipes, parce que c'est ce qu'elle a fait pendant sa carrière. Dans le basket féminin, il y a beaucoup plus de jeux collectifs, il y a beaucoup plus de travail ensemble. C'est les valeurs, pour moi, du sport collectif. C'est jouer ensemble, c'est trouver le meilleur moyen ensemble de battre l'équipe adverse. Et c'est ces valeurs-là qu'elle a essayé de m'inculquer depuis tout petit. Guidotti pour Riffiot, c'est très bien joué ça. Elle a une meilleure main gauche que moi. Elisabeth Riffiot aura vraiment été la vedette de la deuxième mi-temps. Et elle était dans le livre des records en photo pour avoir le plus grand nombre de sélections dans une équipe nationale. J'en ai toujours entendu parler depuis que je suis tout gamin. C'était le record des 247 sélections en équipe de France. C'était une grande fierté pour moi de voir ma mère dans le Guinness Book des records. Et du coup, à partir du moment où j'ai eu ma première sélection en équipe de France, c'était un objectif sans être un objectif. Mais c'est ce que je lui disais toujours. Je disais, je vais te battre quand je vais battre ton nombre de sélections en équipe de France. Ah oui. J'ai un fils extraordinaire qui a égalé le nombre de sélections de sa mère et qui n'a pas voulu le dépasser. C'est un truc incroyable. J'aurais pu facilement en faire 2 de plus, en fait. Il y avait encore une fenêtre internationale 1 mois et demi ou 2 mois après. Mais je trouvais que la symbolique était plus forte de s'arrêter pile à 247, comme ma mère. Voilà. Ça me rappelle la belle époque. Mais 50 ans après,
c'est plus du tout d'actualité, quoi. Non, mais c'est bien, c'était une belle époque. Le CUC, ça a toujours été un peu synonyme de camaraderie. Je me souviens avoir refait des dîners, des week-ends où les filles se retrouvent. Ma mère nous amenait toujours sur les réunions, elle nous amenait avec elle. En tout cas, nous, ça nous faisait toujours plaisir de venir. C'est assez agréable de ne jamais s'être perdu de vue, puisque régulièrement, on se retrouve. Dès qu'on se voit, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on se connaît quand même. Eh bien, on a toujours cette flamme. Même si aujourd'hui c'est terminé depuis longtemps, voilà, il n'y a que du bonheur, que du plaisir. On a trop partagé pour l'oublier, pour l'effacer. Ça fait partie vraiment de notre vie et on se retrouve comme à 20 ans quand on se revoit. C'était la première fois qu'il y avait un vrai contact où on se parlait, il y avait une interprète et où on se parlait. Elle nous a parlé de son enfance, elle nous a montré des photos quand elle était petite, une petite blonde qui était toute mignonne et tout ça. On partage, Juliana, à la Coupe d'Europe, mais ça. Après, on a gardé des liens jusqu'à ce qu'on apprenne qu'elle allait être amputée d'une jambe. Ça nous a scotché. On a pris conscience qu'elle avait vraiment de gros problèmes, et de santé et d'argent. Et donc là, avec les filles du CUC, on a décidé de faire quelque chose pour elle, de lui montrer d'abord notre amitié, notre soutien. Et c'est comme ça qu'on a monté une cagnotte pour lui offrir un vélo à sa taille, un vélo d'appartement qui lui permettrait de se rééduquer après l'opération. C'est quand même important pour une joueuse de ce niveau-là, de cette grandeur-là, dans tous les sens du terme, qu'elle puisse être heureuse. Ciao! Nici paldies, ka tu pa manim te rūpējies, un tu man palīdz, ka visi jūs tur vēl atcerēties mani. Man spēks ne tikai bija basketbola laukuma, bet tagad vēl arī ir spēks.